Nous allons ouvrir cette première session. Je voudrais d'abord remercier le Conseil départemental de nous accueillir dans leurs locaux, remercier Madame la Présidente Martine Vassal et ses équipes de s'être associées à l'Institut de la Méditerranée dans l'organisation de cet atelier. Merci aussi, un grand merci à notre partenaire Énergie 2050. Et puis FEMIS était également associé à l'organisation de cet événement. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des participants d'être présents avec nous. J'espère que tous trouveront un intérêt à ces discussions et à ces échanges qui vont se dérouler tout au long de cette journée. Alors, avant de commencer, avant d'introduire cette première session, j'aimerais quand même faire la distinction, parce que ce n'est pas toujours clair, entre l'Institut de la Méditerranée et FEMIS, parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre les deux. Alors, FEMIS, c'est un réseau. Donc, le FEMIS, c'est l'acronyme de Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques. C'est donc un réseau d'institutions de recherche et de chercheurs qui travaillent sur les questions économiques qui touchent les pays méditerranéens et leurs relations avec l'Europe. Ce qu'on appelle les pays méditerranéens, ce sont ce que l'Union européenne appelle les pays partenaires, à savoir donc l'Algérie, l'Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, territoire palestinien, Tunisie, Turquie, et on a également Libye et Syrie. Mais on ne peut pas encore travailler naturellement ni sur l'un ni sur l'autre. On commence à avoir des projets avec la Libye qu'on va développer certainement dans les mois qui viennent, mais c'est encore très difficile. Le réseau comprend environ 800 chercheurs, une centaine d'instituts de recherche, dont à peu près la moitié située donc sur le pourtour sud de la Méditerranée et l'autre moitié dans les pays donc, de l'Union européenne. Alors, notre mode de financement principal, le mode de financement principal de FEMIS, du réseau FEMIS, c'est l'Union européenne. C'est ce qui couvre la plus grosse partie donc, de notre budget. Et le FEMIS, c'est là que je vais faire le lien avec l'Institut de la Méditerranée, le FEMIS est animé par deux instituts fondateurs du réseau, à savoir l'ERF, l'Economic Research Forum, qui est au Caire, donc qui représente le Sud en quelque sorte, et l'Institut de la Méditerranée au Nord, donc nous. Donc c'est là que se fait le lien entre l'Institut de la Méditerranée et FEMIS. FEMIS est un réseau, et l'Institut de la Méditerranée est un des piliers donc, du réseau FEMIS, avec donc l'Economic Research Forum en Égypte. Alors, l'Institut de la Méditerranée, donc nous sommes, vous l'avez compris, donc nous sommes soutenus par les collectivités et l'existence de l'Institut de la Méditerranée dépend des collectivités, c'est-à-dire du conseil départemental, la région PACA, la ville de Marseille et la chambre de commerce et de l'industrie Marseille-Provence. J'ai l'occasion ici de les remercier très fortement pour leur soutien et j'espère qu'ils resteront convaincus de notre utilité, aussi bien en termes de visibilité internationale que l'on peut apporter au territoire, mais aussi en termes d'instruments d'analyse que l'Institut peut être pour les collectivités, comme l'illustre d'ailleurs cet atelier. Finalement, cet atelier, c'est quelque part, on est quelque part le relais des initiatives et des actions, comme vous venez de le préciser, des initiatives et des actions qui ont été engagées par les collectivités. Donc nous espérons que nous allons donc continuer à avoir votre confiance sur le long terme. Voilà, je vais introduire donc cette première session. Alors, avant de donner la parole aux différents intervenants, je voudrais en deux mots contextualiser le thème de cette session et souligner donc son intérêt. Alors, à la suite donc, des objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies ont adopté en 2015
les objectifs de développement durable, les fameux ODD, qui, en plus de viser l'éradication de la pauvreté, ont intégré de nouvelles préoccupations. Parmi ces préoccupations, il se trouvent donc les questions liées au changement climatique. Et donc les ODD proposent à chaque pays une marche à suivre et des cibles claires, en accord avec les priorités de chacun de ces pays et en accord aussi avec les défis écologiques mondiaux. Et donc notre point de vue, que l'on partage aussi avec nos partenaires, c'est que, outre l'impulsion qui sera donnée par les États, les mesures qui seront prises au niveau des territoires seront un enjeu majeur pour atteindre ces ODD. C'est donc dans ce cadre que vont se situer ces 5 interventions. Alors on va commencer avec l'intervention de Stéphane. Je présenterai peut-être au fur et à mesure les différents intervenants. Stéphane a de multiples casquettes, mais notamment il est expert pour l'Institut de la Méditerranée. Il va présenter les grandes lignes d'un projet d'étude que l'Institut de la Méditerranée a lancé et à laquelle sont associés, là encore, FEMIS et Énergie 2050, et qui va porter sur la dimension territoriale des questions climatiques dans les régions méditerranéennes. Stéphane, je te laisse la parole. Donc vous avez à peu près entre 10 et 12 minutes maximum. Et puis ensuite, je vous propose donc de laisser les intervenants s'exprimer. Et ensuite, nous prendrons l'ensemble des questions à la fin de la session. Merci Patricia. Alors, effectivement, j'ai une double casquette en quelque sorte ici, à la fois Énergie 2050 et expert Institut de la Méditerranée. Alors, je ne vais pas parler d'Énergie 2050 parce que Stéphane Poufari dira un petit mot sur Énergie 2050 juste après. Je vais en venir directement au sujet de cette présentation, à savoir cette fameuse étude sur la dimension ville-territoire des questions climat et développement en Méditerranée. C'est une étude dont on a commencé à parler en fait en début d'année, cette année, avec Patricia. Et quand elle nous a dit on veut faire quelque chose parce qu'on a des demandes qui partent du territoire et qui parlent des territoires par rapport aux questions climat en Méditerranée. Alors, le partenariat avec Énergie 2050 sur le changement climatique était bien établi, donc de façon naturelle, il fait partie intégrante de cette étude. Et on a commencé à consulter ensemble un certain nombre de partenaires, la région, la ville de Marseille, le département. Et puis bien sûr, nous on a trouvé ça très très intéressant, donc on a tout de suite approuvé et puis été volontaire pour participer à cette étude dans un contexte qui est particulier, qui est particulier, mais qui est d'autant plus intéressant quand on veut parler des territoires. Je vais en toucher un petit mot dans les premières slides de cette présentation. Et puis en discutant avec les acteurs, en discutant aussi entre nous à Énergie 2050, puis sur la base des autres travaux qu'on a fait sur la territorialisation, on a dégagé un certain nombre d'axes et d'intentions pour cette étude que je présenterai en deuxième partie de cette présentation. Donc le contexte, il a été un peu rappelé pendant la session d'ouverture de l'atelier. D'abord, c'est un contexte post-COP21, on va dire. Donc, on en est à la COP23, mais on reste dans ce fameux contexte post-21 et l'accord de Paris qui a été finalement entériné par la communauté internationale et en fait dont cette adoption par la communauté internationale, même si les États-Unis se sont retirés, comme il a été mentionné, elle est en fait, il perdure et on le voit, on l'observe à travers notamment ce qu'on appelle l'agenda de l'action. Donc ce fameux agenda des acteurs non étatiques, dont font partie les acteurs territoriaux, les acteurs locaux en général. Et puis au niveau de la région PACA en particulier, un certain nombre j'allais dire au niveau de la région Méditerranée, avec une implication particulière de la région PACA ou de la ville de Marseille, on observe effectivement l'activité de cet agenda de l'action au niveau méditerranéen. Je veux parler bien sûr des MEDCOP, de l'événement Méditerranée du futur qui portait sur les questions climatiques en Méditerranée, de la création de la Maison du Climat à Tanger, etc., des activités de la Convention des maires.
Alors au niveau de la rive nord, évidemment, les questions de politique régionale s'intègrent dans la politique européenne des régions, mais que ce soit sur la rive nord ou sur la rive sud, on est dans un processus d'opérationnalisation des cadres de gouvernance au niveau national et d'implication des villes et des territoires. Et le grand défi, c'est que cette implication territoriale se fasse en cohérence totale avec les stratégies nationales, c'est-à-dire les contributions déterminées au niveau national, ces fameux documents stratégiques que tous les pays ont fournis à l'UNFCCC dans le cadre de l'accord de Paris. Donc ça, c'est une partie du contexte lié aux négociations internationales et à l'engagement de plus en plus prégnant des acteurs territoriaux, des acteurs locaux. En ce qui concerne les territoires méditerranéens, je crois que dans cette salle, tout le monde sait que effectivement, le bassin méditerranéen dans son ensemble est un hotspot du changement climatique. Donc, un endroit particulier où les vulnérabilités, les impacts sont forts. Et quand on parle des territoires, pour eux, les risques, si on regarde le côté européen, c'est les risques climatiques risquent de mettre en péril les objectifs de cohésion territoriale et aussi de croissance inclusive, un concept qui est cher aux pays, en particulier de la rive sud. Croissance inclusive, ça veut dire croissance dont les fruits se répartissent équitablement à travers l'ensemble de la population, mais aussi à travers l'ensemble des territoires. Donc pour les territoires méditerranéens, l'enjeu, c'est un enjeu, ça a été rappelé tout à l'heure, de compétitivité et d'attractivité des territoires, le climat. Ici, c'est un graphique qui montre un certain nombre, un résultat d'évaluation des coûts économiques du changement climatique en Europe. Et les bâtons qui sont le plus tournés vers le bas sont ceux qui concernent les régions sud de l'Europe, donc les régions méditerranéennes. C'est une illustration de la vulnérabilité de la région méditerranéenne par rapport aux autres régions européennes. Alors le contexte, il est aussi dans les réponses spécifiques au niveau local, avec des impacts et des vulnérabilités qui sont spécifiques à chaque territoire et des risques spécifiques à chaque territoire qui nécessitent des réponses particulières. Alors souvent on me dit oui mais tu parles de la région, mais c'est la région administrative, c'est les territoires. Alors nous dans cette étude on a décidé de ne pas adopter une entrée spécifique région administrative ou territoire particulier. On va rester très très macro, mais on n'oublie pas que par exemple quand on parle des émissions de gaz à effet de serre en moyenne dans le monde, c'est 70% des émissions proviennent des villes. Donc la dimension urbaine sera bien présente de cette étude. Donc des réponses spécifiques et des défis communs en particulier entre les territoires et entre les territoires des deux rives de la Méditerranée. D'abord, il y a cette question d'appréhender l'action climatique de façon intégrée et de façon intégrée avec les objectifs de développement durable, comme le rappelait tout à l'heure Patricia. Il y a ce défi pour les territoires d'identifier les bénéfices, les co-bénéfices, les avantages de l'action et de les mettre en rapport avec les coûts de ces actions. Il y a toute cette gestion de l'aspect transversal et intersectoriel qui fait partie intégrante de ces approches climatiques, par nature, j'allais dire. Et puis, tous les aspects verticaux de gouvernance multiniveau, puisque un territoire n'est pas une île perdue au milieu d'un océan. Chaque territoire s'emboîte les uns dans les autres, et donc il y a une problématique de gouvernance multiniveau à prendre en compte. Et multiniveau au niveau des territoires jusqu'au niveau des États pour avoir une cohérence justement par rapport à ces objectifs nationaux qui sont dans les contributions nationales déterminées. Et enfin, un élément important qui a été aussi cité à l'ouverture, c'est que les territoires, et en particulier les territoires méditerranéens, puisqu'ils font face à des défis communs, à des réponses spécifiques, mais qui s'intègrent dans leurs caractéristiques environnementales, de rareté des ressources, d'un bien commun qui est partagé, qui est la mer, eh bien, il y a effectivement beaucoup à apprendre les uns des autres, ou les territoires ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc, l'ambition de cette étude, elle se replace par rapport à sous ce contexte. Donc, l'idée, c'est bien de replacer la vulnérabilité de l'action climatique des territoires par rapport au grand contexte mondial des négociations, par rapport au contexte européen, euro-méditerranéen et au-delà africain, parce que les questions climatiques n'ont pas de frontières, ça a été rappelé aussi,
et elle passe aussi par tout un tas de flux, de biens, de personnes qui proviennent au-delà des rives de la Méditerranée. Et en plus, c'est un thème que l'Institut de la Méditerranée veut aborder, cet axe Europe, Méditerranée, Afrique. C'est un axe qui est valable aussi pour ces questions climatiques et ces coopérations des territoires pour les questions climatiques. Donc on a l'ambition de replacer les éléments dans ce contexte. Ensuite, une autre ambition, c'est d'analyser le passage à l'action des territoires méditerranéens à partir d'un certain nombre d'éléments clés, et puis un cadre d'analyse que l'on a élaboré à Énergie 2050, et de partir en particulier de l'expérience de la région PACA. Alors, j'allais dire tout à l'heure, on discutait au café en disant on a une envie, c'est de commencer à donc mettre la région PACA l'expérience de la région PACA dans un cadre d'analyse en vue d'en faire une première évaluation, mais entre guillemets, parce que 2015 est proche, les actions sont des actions qui s'inscrivent dans le temps, mais on a déjà un certain nombre d'études sérieuses qui commencent à évaluer les politiques climatiques au niveau territorial, qu'on prendra en compte dans cette étude. Alors, on a aussi des économistes, et puis le FEMI, c'est un réseau d'économistes, donc la dimension économique doit faire partie de cette étude autant que possible. Et on est dans une optique et dans une logique de coopération méditerranéenne dans le cadre de cette étude. Donc un éclairage sur les besoins des pays du Sud est aussi une des ambitions de cette étude, en vue, bien sûr, de pouvoir discuter les coopérations climatiques méditerranéennes, territoriales, le rôle de la région, ou d'une région comme la région PACA dans cette coopération, et les réseaux de coopération entre territoires méditerranéens aussi dans le reste du monde. Alors, un autre élément qui était cher à Constantin quand on discutait de qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on intègre dans cette étude, c'est de valoriser un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques ou de success stories. Et en particulier d'entreprises et de start-up, puisqu'il y a cette question du développement derrière ces questions climatiques et cette question, au-delà des questions de santé, qui sont effectivement très prégnantes par rapport aux pollutions atmosphériques, des questions d'emploi et donc d'entreprise. Alors aujourd'hui, justement, les entreprises, enfin les startups qui vont parler cet après-midi font partie des success stories ou des exemples que l'on pourra illustrer dans ce rapport. Et au final, l'idée, c'est bien de dégager un certain nombre de recommandations pour les besoins spécifiques des territoires méditerranéens, mais aussi, j'allais dire, de dégager des pistes d'études et d'analyses qui répondront à des besoins précis de recherche pour le futur. Ce qui veut dire qu'en fait, cette étude, on la voit comme une étape, une première étape. En plus, ce n'est pas une étude qui bénéficie d'un... Enfin, ce n'est pas une étude qui est énorme, j'allais dire. Hein. On est dans avec des moyens modestes, donc on fera ce qu'on peut, mais c'est l'idée, c'est une première étape vers un ciblage de sujets d'analyse qui répondront à des besoins plus précis pour le futur. Merci, Patricia. Merci Stéphane, merci d'avoir très bien présenté effectivement notre intention à travers cette étude. Comme tu l'as dit, on a des capacités financières qui ne sont pas énormes, donc nous concevons cette étude effectivement comme une première étape pour pouvoir effectivement préparer un agenda de recherche futur et effectivement engager d'autres pistes de recherche, d'autres pistes de collaboration, etc. Merci beaucoup Stéphane. Je vais donner la parole à un autre Stéphane, Stéphane Poufari. Stéphane est DG d'Énergie 2050, qui est donc le partenaire privilégié de l'Institut de la Méditerranée dans le domaine du climat. Énergie 2050, en fait, a la crédibilité, effectivement, sur ces questions climatiques. Ils sont beaucoup plus, entre guillemets, anciens que nous sur la question. Ils sont beaucoup plus d'assises que nous sur ces questions climat et la façon dont on a décidé de procéder avec Constantin pour pouvoir travailler et effectivement investir des domaines un peu nouveaux ou des domaines dans lesquels on croit et sur lesquels nous avons axé nos priorités.
c'était de s'associer avec effectivement des partenaires qui ont la crédibilité dans les domaines sur lesquels on veut travailler. Sur les questions de climat, on a trouvé un partenaire solide avec lequel on travaille maintenant donc depuis 2 ans. C'est le rapport que vous avez, qui était sur la table, donc le deuxième rapport que l'on a fait dans lequel on a participé, qui sera présenté donc dans la deuxième session. Stéphane, en revanche, à cette session, va présenter les grandes lignes d'un projet d'étude qu'il a réalisé. C'est pas un projet d'étude, c'est un projet qui a été fini, qui est terminé, pardon, qu'il a réalisé sur les enjeux d'un développement territorial résilient et bas carbone en Afrique, et dont les recommandations peuvent être utiles aussi pour d'autres contextes territoriaux. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Patricia. Alors bonjour à tous. Bien sûr, on est enchanté d'être ici avec nos amis et partenaires de l'Institut de la Méditerranée, du FEMIS, et puis aussi bien sûr de la région, puisque notre siège est à Biot, et donc on est de la région PACA jusqu'au cou, j'ai envie de dire. Et puis on travaille aussi avec la ville de Marseille dans d'autres instances qui sont la Maison Méditerranéenne du Climat, les MEDCOP ou autres, puisqu'évidemment on a trempé dans toutes ces aventures collectives, et on est enchanté de les continuer et de les porter ensemble. Alors peut-être juste un mot, pourquoi on est légitime. Énergie 2050 est né finalement de cette vision un peu d'une approche très transversale du développement. Il y a maintenant 8 ans, ça fait une quinzaine d'années que le réseau existe de manière informelle, et désormais maintenant c'est devenu une ONG depuis à peu près 8 ans. Et la question climat n'est pas un sujet évidemment pour nous sectoriel, c'est un sujet transversal, et j'ai envie de dire c'est un sujet qui exacerbe des problématiques non gérées. Et bien évidemment, on avait des trajectoires, on a toujours des trajectoires, des opportunités, bien évidemment, de modifier nos émissions et notre comportement dans le cadre de la coopération. Bien sûr, ça n'a pas été toujours le cas, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient une problématique particulièrement prégnante et qui devient une problématique en soi. Donc, dans le cadre des négociations, juste que pour vous compreniez, on accompagne des pays, c'est nous qui rédigeons le guide des négociations climat de la francophonie, qui est le best-seller de la francophonie pour les 84 États membres. On accompagne des pays, on a fait 7 contributions déterminées au niveau national, dans le cadre de la préparation de l'accord de Paris. On a fait des documents un peu de base pour la MEDCOP de Tanger, qui ont servi à l'agenda des solutions. Et puis, on accompagne aussi des pays et des gouvernements locaux sur la mobilisation de finances carbone, comme le Fonds vert climat ou d'autres, plus une foule d'activités dans une trentaine de pays, via des projets européens et ou des projets de coopération. Donc tout ça pour dire que, comme le disait Patricia, on a un peu les mains dans le cambouis, et dans les COP, on devient des acteurs un peu intéressants et intéressés, puisque l'année dernière, par exemple, on a accueilli nos amis du FEMIS et de l'Institut de la Méditerranée sur notre pavillon. On faisait partie de la 50aine des pavillons qu'il y avait. Donc on était à côté de la francophonie, en face du Brésil ou autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on est puissant, on est même plutôt très fragile budgétairement, mais on est puissant en termes de réseau et de relations et de capacité à mobiliser des savoirs autour d'actions concrètes. Alors là, l'objectif de ce qui a été proposé comme intervention et qu'on trouve tout à fait pertinente, c'est finalement une réponse à une question beaucoup plus globale que les territoires, qui est pourquoi finalement le multi-acteur et l'échelon territorial va avoir un rôle tout à fait particulier dans le cadre de l'agenda climat, qu'il soit dans l'agenda de l'ambition ou dans l'agenda de la mise en œuvre. Alors peut-être juste 2 mots, en essayant d'être toujours assez rapide. 2 mots, c'est que pour ceux qui suivent un peu l'agenda international, bon, on peut essayer de trouver beaucoup de petits voyants verts, mais très sincèrement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et au niveau des négociations, ceux qui ont encore suivi la dernière session de Bonn la semaine dernière, où moi je présentais des travaux sur le dialogue de Talanoa, très clairement, aujourd'hui, il y a un déficit d'ambition en termes de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre. On est sur une trajectoire 3, 5, 4, alors que l'accord de Paris, je vous rappelle, c'est 2, voire 1,5. Il y aura un rapport du GIEC qui va sortir au mois d'octobre sur est-ce que l'objectif de 1,5 est crédible en partant d'aujourd'hui. Alors nous, on sait que oui, bien sûr, puisqu'on participe à ces travaux via différents réseaux d'experts, mais très clairement, oui, si. Donc le si est important. Donc il y a un déficit d'ambition. Tout le monde attend une espèce de messie collectif politique, comme quoi les États vont augmenter. Alors je vous dis déjà la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle de la COP24, il n'y aura pas d'ambition augmentée par les États, ça c'est à peu près sûr. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un déficit de finances aussi. Donc, comment on va financer l'accompagnement dans les pays dits en développement ou les pays les moins avancés. Et ensuite, comment on va faire en sorte que la situation ne s'aggravant pas suffisamment pour que les besoins d'adaptation ne deviennent pas beaucoup plus préoccupants qu'ils ne le sont déjà. C'est vrai pour le pourtour méditerranéen, mais c'est vrai pour les pays africains en particulier. Donc, on voit bien qu'il y a une question finalement assez importante qui est un agenda des négociations, avec les contributions déterminées au niveau national 2020-2030, avec l'objectif aussi 2030 des ODD, avec finalement un agenda long,
dans l'élasticité, avec des problématiques de gouvernance à 196 États parties, et donc États parties donc, qui négocient, et évidemment l'urgence de la mise en œuvre sur le territoire. Et donc là, depuis pas mal de temps, on fait partie des gens qui prônons alors le multi-acteur. Alors vous allez me dire, mais non, c'est une banalité, tout le monde le dit. Ben oui, il y a eu le dialogue de Nazca depuis Lima, Bali ou d'autres. Maintenant, il y a le dialogue de Talanoa sous présidence fidjienne. Et qu'est-ce qui veut dire ce dialogue? Il veut dire que finalement, mais c'est connu depuis très longtemps dans les négociations, on s'intéresse aux multi-acteurs. Donc aux observateurs, aux groupes de partis constitués. Nous, on en fait partie, on est observateurs aux Nations Unies. Et très clairement, les observateurs ont le droit, comme les gouvernements locaux, de contribuer au débat, mais on n'est pas partie négociatrice. Ce qui veut dire qu'on n'est pas engagé, qu'on n'est pas engageant, et qu'on ne peut pas avoir des moyens de mise en œuvre au-delà de nos outils traditionnels de gouvernance et de mobilisation de moyens. Alors depuis quelques années, on a travaillé avec un partenaire qui pour nous est un partenaire éminemment important politiquement, techniquement et en termes de pouvoir d'influence, qui s'appelle Gouvernements locaux unis d'Afrique, que vous connaissez tous puisqu'il y a aussi un CGLU Monde. Et alors évidemment, avec Gouvernements locaux unis d'Afrique, on travaille, on a mis en place une task force, et d'ailleurs on sera enchanté d'y associer aussi d'autres partenaires comme le FEMIS ou autres, parce que cette task force, elle est pour questionner comment les gouvernements locaux africains peuvent avoir accès à de la finance carbone. Alors la question est vraiment très simple, vous allez dire, d'une banalité déconcertante, le fonds vert climat, tout le monde est intéressé, sauf qu'en pratique, il risque d'y avoir encore quelques petits cheveux blancs ailleurs pour que ça puisse se mettre en œuvre pour plein de raisons de méthodologie et de gouvernance. Alors du coup, on a travaillé avec eux depuis des années et on est vraiment enchanté de ce travail qui est aussi disponible sur leur site et sur leur site aussi. La version anglaise va sortir dans les prochains, j'ai presque envie de dire heures, jours. Et donc la version française est disponible. On a fait énormément d'événements à la COP et ainsi de suite. Et c'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que finalement aujourd'hui, dès lors qu'on parle des gouvernements, des acteurs non étatiques, des gouvernements locaux, il y a un vrai problème. C'est que comment on va mesurer, comment on va mettre en œuvre, comment on va anticiper, comment on va contribuer aux efforts nationaux, comment on va faire du reporting, comment on va financer, comment on va suivre dans la durée, et je pourrais mettre une liste quasi à la Prévert, c'est-à-dire sans fin. Et bien que ces questions sont super importantes, parce qu'aujourd'hui, je reprends le dialogue de Nazca, que vous connaissez tous, et maintenant le dialogue de Talanoa, on a des contributions tous azimuts. Alors, des contributions qui intéressent beaucoup le secrétariat de la Convention, parce que sans ces contributions, on pense, on craint que l'ambition des États ne pourra pas être augmentée. Sauf que la forme de ce dialogue est très compliquée, puisque est-ce que c'est un engagement politique? Aujourd'hui, on le sait, puisque Bonn s'est terminé, ce ne sera pas une conclusion politique. Les outcomes du dialogue de Talanoa ne seront pas politiques, en clair, ne seront pas contraignantes pour les parties. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des engagements financiers de mise en œuvre? Non. Et puis, il y a les mêmes problèmes de méthodologie. Alors, pourquoi l'échelon territorial nous paraît hyper pertinent? Il est pertinent parce que, bien évidemment, il y a un défi. Quand vous avez agrégé, quand même vous l'avez agrégé de manière pertinente, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de pays africains, vous êtes confronté à une espèce de feuille de route de mise en œuvre. Et aujourd'hui, les pays sont extrêmement préoccupés puisque cette feuille de route de la mise en œuvre est devenue quasi contractuelle d'un point de vue moral. Alors même si ça a été dit en introduction, il y a un problème politique de portage, ce qui est vrai, puisque des États font des yo-yo, mais même ceux qui sont dans l'accord font des yo-yo, depuis bien longtemps, à l'époque du protocole de Kyoto ou autre. Donc ce n'est pas une grande nouveauté, ce yo-yo étatique. Mais néanmoins, une fois qu'on arrive dans la mise en œuvre, comment je vais mettre sur mon territoire, projeter cette fracture, ce fractionnement de mon engagement politique. En clair, est-ce qu'on peut imaginer que ça va être qu'une gouvernance nationale qui va faire que je pourrai être sûr de la mise en œuvre sur mes territoires, compte tenu de leur réalité, de leur diversité, de leur fragmentation? Est-ce que je vais pouvoir m'assurer que demain, l'ensemble de mon territoire va pouvoir mettre en œuvre ce que j'aurai décidé au niveau national? Ou est-ce qu'il y a un effet un peu ascendant, comme on a eu dans l'accord de Paris, de dire les territoires vont concourir à cette créativité de mise en œuvre pour faire finalement que ce que nous on appelle à Énergie 2050 une complicité positive dans l'atteinte de l'objectif. Et ça, c'est vraiment un challenge colossal. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, et on travaille sur des territoires, on travaille sur le territoire d'Agadir, on travaille sur le territoire de Grand-Bassam, de Pointe-Noire, on est sur plein de territoires nous-mêmes actifs, mais finalement, ils sont confrontés à un déficit qu'on va trouver récurrent quasi partout, de données, de projections, de fiduciaires. Comment je peux la monnayer, la financer? Alors quand je suis une grande ville comme Dakar, puisqu'on la cite souvent un exemple aujourd'hui dans l'Afrique subsaharienne, formidable, ils ont de l'argent qui tombe de partout. Du C40, de la Commission européenne, de la IMF et de multiples bailleurs bilatéraux. Formidable. Ils vont faire un PCTI qui n'a pas marché, ils font un PCTE maintenant, un plan territorial, super formidable. Mais qu'est-ce que je fais de mes villes africaines qui vont passer collectivement de 500 millions d'habitants à 2 milliards d'habitants dans un horizon de 15 ans, avec une transition urbaine qu'aucune société, ni la nôtre, ni en Asie, n'a expérimenté.
avec des fragmentations en termes d'accès à la ressource, des points de vulnérabilité, des effets d'adaptation suradimensionnés par rapport aux questions climatiques, côtières, alimentation en eau ou autre. Et vous voyez bien que là, du coup, quand on parle de territorialisation, on va devoir répondre à tout ça. Et on va devoir répondre à tout ça de manière suffisamment intelligente pour que les États, qui eux tiennent le registre national du compte-rendu versus les Nations Unies et autres registres internationaux, sur la finance, sur les ODD ou autres, finalement, puissent être de manière cohérente. Et là, on rentre dans une révolution de concepts. Une révolution de concepts qui s'applique aussi à nos amis méditerranéens. Alors évidemment, avec des degrés différents en fonction de l'état de développement, l'état d'organisation en termes de décentralisation, de gouvernance, de mobilisation de financement ou autre. Évidemment, on ne peut pas dire que tout le monde est pareil. Mais l'air de rien, si on regarde la Méditerranée dans son ensemble, si vous la regardez maintenant avec ce grand bassin qui est dessous, qui s'appelle l'Afrique, et qui fait qu'il y a des flux de population et avec des liens évidemment de co-développement juste colossaux, là vous voyez bien qu'à un moment donné, on rentre sur une espèce de grande feuille vierge. Et il va falloir qu'on arrive à trouver des méthodes pour être consistant avec le petit acronyme qu'a utilisé tout à l'heure Stéphane, qui s'appelle le MRV. On doit être en capacité de faire de la mesure, du reportage et de la vérification de manière à être consistant. Et là, aujourd'hui, les premiers travaux qu'on avait avec CGLU, Afrique, ça a été de voir comment on peut engager un dialogue avec des États pour qu'à un moment donné, ils considèrent l'échelon territorial de manière non pas simplement pour mettre en œuvre, mais pour être des partenaires dans la codécision par rapport à des réalités territoriales. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce qu'évidemment, je l'ai dit, il y a la question de la gouvernance. Alors l'Afrique, bien sûr, subsaharienne en particulier, il y a un vrai problème de décentralisation et de capacité fiduciaire, de plein d'autres sujets. Mais voilà à peu près l'état de la réflexion qu'on a aujourd'hui. Alors peut-être, juste pour vous montrer le type de questions qu'on pourrait avoir sur la mobilisation carbone, puisque je sais que tout à l'heure, un des intervenants va en parler. Et donc, c'est très intéressant. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit « la ville veut faire une action climat », bon, formidable. Mais à quel guichet elle va compter? À quel guichet elle va faire du reporting? Éventuellement, quel va être le bailleur? Aujourd'hui, le bailleur, par exemple, sur tous les finances carbone climat internationales, c'est les guichets État. Et si vous voulez avoir de la décentralisation en termes de ces financements-là, il faut que ça passe par l'État, que ce soit décentralisé. C'est encore plus complexe que les droits de tirage qu'on peut avoir dans le FEM ou autre. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va s'organiser? Il va s'organiser qu'on va devoir avoir une capacité à augmenter la mise en œuvre de projets, mais de reporting, selon des règles internationales qui ne sont pas des règles traditionnelles des acteurs non étatiques du Sud. Parce que très clairement, ils n'ont pas cette habitude. On va devoir développer aussi une capacité financière. Une capacité fiduciaire qui doit être adossée à une souveraineté en termes de mobilisation du financement. Après, on pourrait même aller plus loin. Quelle va être la propriété du carbone généré? Est-ce que c'est un carbone projet? Est-ce que c'est un carbone national? Est-ce que c'est un carbone international dans le cadre d'un rachat? Et quelles vont être aussi les règles d'additionnalité? Les mêmes règles qu'on avait finalement dans les mécanismes carbone traditionnels. Vous voyez bien que là, on va rentrer dans un processus de comptage. Mais qu'est-ce que je compte? Est-ce que je compte des flux? Est-ce que je compte un périmètre? Est-ce que je compte un outil? Est-ce que je compte un projet? Et comment je le monétarise dans la durée en m'assurant de la rentabilité et aussi de la durabilité du projet par rapport à des règles de reporting internationales. Vous voyez, donc là, je fais juste ouvrir une fenêtre sur du carbone, mais on pourrait l'avoir sur une multitude de sujets qui sont tout aussi sérieux et qui vont demander une véritable révolution dans la mobilisation des moyens. Alors pour conclure, pour donner des exemples d'outils qui vont se mettre en œuvre et qui peuvent intéresser aussi des acteurs comme la région PACA, par exemple, CGLU Afrique a mis en place 2 réseaux soutenus par l'Europe. On a eu la chance de commencer à les former. On est enchanté, bien sûr, parce qu'on pense que c'est des décideurs, avec, par exemple, le réseau des directeurs des services techniques des villes africaines. Extrêmement intéressant. Ça va être demain les futurs prescripteurs. Ces gens-là vont devoir demain comprendre la contrainte climat et l'opportunité, je vais être volontairement très provoquant, de la contrainte climat pour transformer la vulnérabilité de leur territoire. Donc, passionnant. Donc ces gens-là, il faut qu'ils comprennent. Je peux vous dire, les premières formations qu'on a faites avec eux, le mot climat, ils le voient juste comme une contrainte, ils ne le voient pas comme une obligation de résultat par rapport à la transition de leur territoire. Important. Deuxième réseau super important qu'ils ont mis, c'est le réseau des directeurs financiers des villes africaines. Deuxième acteur extrêmement important. Aujourd'hui, c'est un sujet, alors Stéphane n'a pas eu le temps de l'aborder, on a eu la chance de travailler sur le CPDN, la contribution nationale du Sénégal, et on était sur l'analyse coût-bénéfice dans leur stratégie nationale à soumettre pour l'accord de Paris. Et je crois que c'est le seul CPDN qui a travaillé sur une analyse économique. Incroyable. Le seul. Avec un travail largement insuffisant, parce qu'évidemment c'était une mission courte dans le temps, on a un peu souffert, mais néanmoins pourquoi insuffisant? Parce qu'évidemment, si je regarde en silo l'approche économique d'une transition sur un territoire, je ne m'en sors pas.
parce que je fais l'addition des contraintes, c'est juste explosif. Donc vous voyez bien qu'on va avoir des approches coût-bénéfice qu'on doit travailler, comme au niveau des États dans l'approche coût-bénéfice. Voilà. Donc je vais essayer de m'arrêter là, parce qu'évidemment on pourrait rester des heures dessus, mais pour vous montrer, c'est un chantier, c'est un travail qui commence, mais c'est un chantier qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, ce sujet dont on parle là, il a l'attention du secrétariat de la Convention des Nations Unies. Tous les États regardent ce qui va se passer sur les territoires et chez les acteurs non étatiques, tout le monde. On attend ça comme une espèce de messie de Graal, mais nous on sait que ça risque d'être une baudruche si on ne fait pas ça de manière très sérieuse. Et tous les territoires et les acteurs non étatiques attendent de manière quasi aussi mystique le lien avec le supranational qui va leur donner les sésames pour pouvoir agir sur des territoires où il y a une rareté de moyens financiers. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on apaise tout ça et qu'on ait un débat sur la transparence et la mise en œuvre qui est central. Voilà. Et ça, c'est un exemple de sujet qu'on a piloté, mais bien sûr, on pourra en discuter ensuite. J'ai dépassé de 2 minutes, pardon. Merci Stéphane, on va enchaîner, parce qu'on manque de temps, on va enchaîner avec Jean-Charles Lartigue, qui est directeur de la prospective de la ville de Marseille. Je vous laisse la parole. Oui, merci, bonjour. Je rebondirai sur le WICI de Stéphane Bouffary, les ODD intégrés de Stéphane Kefelec, et pour essayer de donner un petit éclairage prospectif sur le changement climatique vu dans le changement civilisationnel et dans les transitions qui sont en cours, et inviter à de la clairvoyance par rapport à la façon d'aborder le développement durable, dans la mesure où il faut bien se dire qu'il n'y a pas de voie tracée pour le développement durable. L'accord de Paris est une très bonne chose, un très bel engagement, mais on ne peut pas dire qu'il trace la voie. Il trace une voie pour les États, mais pour le reste, je rejoins l'idée d'attente mystique de Stéphane par rapport à ce que vont faire les territoires. Et donc les territoires, et en particulier en Méditerranée, se doivent d'adopter leur propre vision de la lutte contre le changement climatique, qui ne se contente pas de décliner localement les politiques sectorielles des États, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps, les territoires n'ont qu'à décliner les politiques sectorielles des États. La décentralisation a passé par là, dans beaucoup de pays, et notamment en France. Et on ne peut pas non plus, on voit ça aussi quelquefois, attendre les retombées des politiques nationales. Donc, il nous faut, et ça a déjà été dit, je vais être très bref là-dessus, il nous faut localiser, globaliser, et j'ajouterais humaniser l'innovation. Donc, localiser, ça a été très bien dit, voire tenir compte des spécificités. Par exemple, à Marseille, ça veut dire Euroméditerranée avec des innovations sur le bioclimatisme qui sont très différentes des spécifications édictées par l'Europe du Nord en termes de haute qualité environnementale. C'est profiter de la mer, profiter de l'énergie de la mer, c'est les récifs artificiels, par exemple, de Marseille. Les récifs artificiels, c'est un projet de développement durable qui joue sur absolument tous les tableaux. C'est pas tout à fait classique, c'est moins classique que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Donc, il faut, en plus de toutes les solutions techniques, mettre en œuvre des solutions locales. Il faut globaliser, c'est-à-dire suivre tous les objectifs du développement durable en même temps, parce que même si on a l'impression de complexifier les choses en traitant plusieurs problèmes en même temps, on a une partie qui s'auto-résout et on peut avoir des phénomènes de résilience qui vont se produire à travers les synergies qui vont se développer entre les acteurs. Et puis c'est humaniser, c'est-à-dire se poser toujours la question de savoir si par rapport à une solution technologique, on ne peut pas mettre une solution humaine, une solution managériale en avant, parce que les solutions humaines auront toujours une adaptabilité automatique. C'est le biomimétisme, hein, que les technologies forcément rigides, en attendant les progrès de l'intelligence artificielle, que les technologies n'ont pas la capacité de s'auto-adapter à un certain nombre de problématiques. Donc mettre l'humain en premier, ça veut dire développer, insister sur toutes les nouvelles formes d'économie du partage, d'économie de la fonctionnalité, toutes les innovations sociales qui paraissent essentielles, qui vont peut-être répondre au oui-si, et pour lesquelles la Méditerranée peut être pionnière. Alors le maire de Marseille, il y a 2 ans, a publié la tribune libre qu'il a appelée « Libérons la créativité territoriale pour faire face aux défis climatiques » après la COP21. Je crois que Marseille peut ouvrir la voie de ces nouvelles formes de développement local dans lesquelles on coproduit le service public. Des exemples, par exemple, des exemples comme l'idée du covoiture, des idées toutes simples, mais qui sont que la partie émergente d'un iceberg qu'on ne voit pas encore.
le covoiturage en temps réel, qui est un prolongement naturel du transport public à la demande. Autant d'initiatives comme le maintien à domicile des personnes âgées en faisant appel à une auto-organisation permise par le temps libre des citoyens, plein de solutions de partage, toute cette vision en fait montante du développement durable, montante, globale, locale, qui va à la fois lutter contre le changement climatique de fait, parce que si effectivement on limite les besoins de déplacement par le télétravail, si on limite les besoins de consommation par la dématérialisation d'un certain nombre de services, on va se retrouver naturellement sobre, mais en même temps, on aura développé et partagé une qualité de vie et on aura renforcé la cohésion sociale. Donc cette vision intégrée est certainement un avantage, un atout de la Méditerranée qui a déjà mis un pied très important dans l'économie informelle et donc il y a énormément de gisements de qualité de vie à développer avec l'appui des technologies, mais des technologies numériques à condition qu'elles soient fortement maîtrisées. Et là, ça suppose, mais ce changement, cette transition, suppose effectivement un effort majeur de transition juridique. Qu'en est-il à ce propos, Monsieur Lardic? Alors la transition juridique, c'est une initiative que nous avons lancée à l'occasion de la Medcop de Tanger, avec donc la ville de Marseille et le barreau de Marseille, qui est une démarche de recherche. On a ouvert la boîte de Pandore du droit, en fait, un domaine de la pensée auquel beaucoup de gens qui paraît rébarbatif à beaucoup, et qui est fondamental, puisque le droit régit les rapports dans notre société. Si on doit changer le monde, on doit changer le droit, et on doit s'y attaquer. Donc, pourquoi est-ce qu'on a lancé cette démarche? Parce qu'on est parti d'un constat dans toutes les pistes que j'évoquais très rapidement, compte tenu du temps limité. On a des tas d'acteurs locaux qui nous disent « Ah, c'est pas possible, le droit l'interdit ». On a des tas d'obstacles juridiques rencontrés par toute cette économie du partage, tout ce mélange des rôles et des postures, par exemple, quand quelqu'un participe à la conception d'un produit qu'il va acheter, contribue à l'élaboration de son mode d'emploi, l'utilise de manière collective et partagée. Vous voyez bien que tout ce genre d'initiatives, comme l'hybridation des métiers, ne font pas bon ménage avec le cloisonnement du droit de la propriété intellectuelle, du droit commercial, du droit de la consommation, du droit du travail, du droit fiscal. Donc il faut revisiter le droit complètement, et ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul parce qu'on est dans un bouleversement civilisationnel. On l'a illustré, je le formaliserai de manière simplifiée, on est dans un modèle vertical où la pensée est cloisonnée, les modes de production sont cloisonnés, on a encore une forte centralisation, une mondialisation des profits, un contexte d'hyperconsommation de ressources et d'accumulation de biens. Et là, on vient de parler, tous les trois, depuis tout à l'heure, d'innovation locale, de transversalité, d'un modèle horizontal. Donc on ne pourra pas faire basculer, le droit ne va pas basculer facilement de la verticale à l'horizontale. Le droit s'adapte de manière incrémentale. La soft law est plus souple que nos systèmes juridiques, mais nos systèmes juridiques, il faut bien faire avec. Et donc, on va devoir les faire évoluer. Et il faut une posture active. Et deux convictions qu'on a, c'est que, effectivement, la conviction la plus forte qu'on a, c'est que ça ne se fera pas tout seul, que si on laisse le système évoluer tout seul, ben effectivement, ce sera business as usual, et on aura une adaptation du droit qui va encore réadapter, qui va essayer de verticaliser nos modèles de développement, qui va capturer les profits comme ça se passe dans le numérique. Le numérique qui devrait être un outil au service des territoires pour de l'économie inclusive. Et puis on voit que finalement, les géants du numérique sont en train de capter le profit, de cibler les personnes au lieu de favoriser des processus d'intégration et d'inclusion. Donc ça ne se fera pas tout seul ou ça se fera mal. Deuxième conviction, les acteurs locaux sont aux premières loges pour détecter ces blocages, pour les collecter,
pour faire un panorama des transitions, de la transition juridique et le porter au niveau des États. Donc c'est la raison pour laquelle, suite à la MEDCOP de Tanger, nous avons décidé, la ville et le barreau, de créer, et l'ensemble des personnes réunies dans un atelier que nous avons animé à Tanger, de créer la commission méditerranéenne de réflexion prospective sur la transition juridique, qui a réalisé ses premiers travaux. Certains d'entre vous ont déjà ce rapport. Il est disponible à la sortie, si vous le voulez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Mais c'est un travail qui s'ébauche. Pour l'instant, on a pris un certain nombre de bases. Je reviendrai sur ce qu'évoquait Jean Roata tout à l'heure. On a, par exemple, pris comme pilier, un des piliers de nos propositions, c'est le respect des engagements par les États. Donc on a effectivement soutenu et intégré dans nos travaux la Déclaration universelle des droits de l'humanité qui a été rédigée par Corinne Lepage au moment de la COP 21, pour effectivement mettre les acteurs et les États en face de leurs responsabilités. Puis on décline dans ce premier rapport un certain nombre de pistes qui doivent permettre aux territoires de choisir leur propre voie de la lutte contre le changement climatique dans une vision globale de développement durable et d'inclusion sociale. 2 mesures phares, par exemple, c'est qu'on évoque, et ce n'est qu'un début, c'est affirmer au plan international, au plan européen notamment, la légitimité, sous condition, du principe de préférence locale. Arrêtons de tourner autour du pot en disant oui, mais dans les marchés publics, on peut arriver à démontrer qu'un approvisionnement local alimentaire est justifié par des analyses de cycle de vie, des bilans carbone, etc. Non, ce n'est pas toujours vrai. Il y a tout un faisceau d'arguments qui justifient, au-delà de simples économies carbone, qui justifient qu'on évite de déstructurer les économies locales. Et ceci n'est pas de l'autarcie, c'est peut-être de l'autonomie, mais ça doit se faire ici, à Marseille, en PACA, et ça doit se faire en même temps à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que quand on décide de s'alimenter localement, eh bien, il faut aider une autre région dans le monde, quelque part, qui a dédié imprudemment son économie à l'exportation agricole, à se reconvertir vers une économie, vers une agriculture vivrière qui va être productrice d'emplois, qui va limiter l'exode rural et qui va alimenter les villes. Donc c'est une vision... voilà, donc cette préférence locale n'est pas du tout du protectionnisme, et donc on a commencé à développer la légitimité de ce principe qui ne met pas fin aux règles de libre concurrence, mais qui est un principe qui doit être de manière dialectique pris en compte, et qui, au lieu de se trouver comme on est actuellement, où la préférence locale, c'est un délit tout simplement. Deuxième exemple pour finir, eh bien, pour les territoires, l'importance de pouvoir maîtriser, je dirais, domestiquer le numérique. On a des espaces numériques locaux. Les autorités locales, autant j'enlèverai le terme autorité quand il s'agit de développer l'économie solidaire où il faut laisser l'initiative aux acteurs locaux et pas forcément aux politiques, autant les autorités locales doivent revendiquer des droits, l'exercice d'une certaine souveraineté sur les espaces publics que j'appelle les espaces publics numériques adjacents aux espaces réels, ceux qui polluent les espaces réels, ceux qui capturent les profits des territoires, ceux qui ciblent, par des ciblages marketing excessifs vont aggraver les formes de ségrégation sociale. Et donc c'est pour ça qu'une des propositions concrètes, c'est de dire intégrons dans la constitution des États les espaces numériques au même titre que les espaces réels pour donner aux différents niveaux de gouvernance territoriale, depuis les États jusqu'aux communes, des pouvoirs de réglementer ces espaces numériques en appliquant le principe de subsidiarité, chacun réglementant, chacun pouvant interdire, par exemple, à Waze ou à Google de mettre en place des logiciels qui vont inciter les gens
à emprunter des ruelles étroites et tranquilles pour économiser 1 minute de transport, alors que les collectivités, ensemble, mettent en place des plans de déplacement urbain, des axes de circulation préférentiels, et qu'effectivement, à part les initiés qui savent ruser, la voiture n'a pas vocation à envahir la ville pour permettre à de plus en plus d'automobilistes de fréquenter la ville et de polluer la ville. Donc voilà des dispositifs concrets. C'est une boîte de Pandore que nous avons ouverte. Je m'arrête, les 12 minutes sont arrivées. C'est une démarche ouverte à tous, et il ne faut pas avoir peur du droit. Il ne faut pas avoir peur du droit, on est tous usagers du droit, et le droit n'est pas qu'une affaire de spécialistes et de juristes. Merci, Monsieur Lardic. Je vais passer la parole à Olivier Blancheton, qui est chargé de mission transition énergétique à l'ADEME PACA. L'ADEME PACA, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous allez nous présenter donc les actions qui sont conduites par l'agence. Je vous laisse la parole. Oui, merci Patricia. Bonjour à tous. Alors, au vu des précédents intervenants, moi je travaille à la direction régionale de l'ADEME, donc des territoires méditerranéens. On va un petit peu plus maintenant, en tout cas dans mon intervention, se recentrer sur finalement les territoires de notre région, de la région PACA. Alors, lorsque j'ai vu l'intitulé de la session, les engagements territoriaux pour atteindre les objectifs climatiques, je me suis évidemment le constat est que les territoires méditerranéens sont au cœur des objectifs climatiques, et pour ce qui concerne la région PACA, c'est le cas de tout le monde, les objectifs nationaux qui ont été définis par la loi TECV du 18 août 2015. Est-ce que... Il arrive, il est plus lent que moi. Donc ces objectifs, ils s'appliquent à vous, ils s'appliquent à moi, ils s'appliquent à l'ADEME et évidemment au territoire. Ces objectifs notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la consommation énergétique finale et des objectifs de développement des énergies renouvelables. Donc là, vous pouvez voir les différents éléments sur les écrans. Et évidemment, les collectivités sont les premiers, les territoires et les collectivités sont les premiers acteurs identifiés de cette transition et d'acteurs pour atteindre ces objectifs. Comment cela va-t-il se passer? Un des points fondamentaux est l'élaboration des plans climat, air, énergie territoriaux. Veuillez m'excuser. C'est une obligation qui va entraîner, certes, pour beaucoup de territoires que l'on voit de nouvelles contraintes, mais surtout de nouvelles opportunités qui va leur permettre de structurer leur politique énergie-climat et de développer le potentiel dans leur territoire. Alors, pour vous donner des choses un peu plus concrètes, on va peut-être passer à la slide suivante, qui est en fait une carte de la région, avec l'ensemble des territoires qui sont concernés, avec les territoires qui devaient élaborer leur plan climat, air, énergie territoriale pour 2016, ceux qui doivent l'élaborer en 2018, pour la fin 2018, il s'agit des établissements publics de coopération intercommunale qui ont plus de 20 000 habitants. Et ceux de 2016, c'était des EPCI de plus de 50 000 habitants. En PACA, grosso modo, c'est 36 000 intercos qui sont concernés. Il y a une communauté de communes qui est volontaire et c'est 97% de la population régionale qui sera couverte à terme. Ces plans climat, clairement, c'est pour permettre à l'ensemble des territoires de structurer leur politique air, climat, énergie. Pour cela, disons qu'il y a différentes étapes, et ces étapes vont leur permettre notamment de prendre en compte tous les enjeux qui sont liés au changement climatique. Il y a tout d'abord une étape de diagnostic, parce qu'évidemment, pour savoir ce qu'on va faire, il faut savoir ce qu'il y a déjà sur son territoire. Parmi ces étapes, donc, qui vont permettre de connaître à la fois les atouts et les faiblesses de ce territoire, il y a l'analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Ce qui signifie pour l'ensemble
de ces EPCI, de ces Comcom, de ces communautés d'agglo, de connaître leur vulnérabilité au changement climatique, donc l'inventaire des impacts passés, des actions qui sont déjà menées, des handicaps qui sont identifiés et sur lesquels il va falloir s'atteler. Il s'agira d'étudier l'avenir avec des scénarios climatiques et d'établir des niveaux de vulnérabilité pour élaborer un programme d'action. Tout l'intérêt, c'est d'arriver à ce que ces territoires puissent se projeter en élaborant une stratégie avec des objectifs qui soient ambitieux et réalistes, évidemment. Ce diagnostic et ce plan climat de manière générale va clairement permettre d'ancrer la transition écologique et énergétique dans ces territoires, puisqu'il va y avoir la construction, la mise en œuvre et le suivi d'un programme d'action et son évaluation, puisque, pour rappel, ces plans climat sont évalués au bout de 3 ans, ils sont révisés tous les 6 ans. Clairement, ces plans climat sont transversaux, comme les problématiques d'adaptation au changement climatique. On l'a vu avec les précédents intervenants, ce n'est absolument pas siloté, ça traverse toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités et les territoires. Donc ça va impliquer l'ensemble des services d'une collectivité, ce qui va être aussi, pour certains et pour certaines collectivités, un changement d'organisation professionnelle. Clairement, il va falloir se sortir de l'organisation en silo, qui est une organisation traditionnelle, et aussi un changement de comportement important, à la fois des agents des collectivités, mais aussi des citoyens et des partenaires civils et professionnels qui sont au sein de cette collectivité. Tout l'intérêt de ce plan climat, c'est évidemment pas d'avoir, comme on l'entend souvent dire, encore une fois, un plan descendant qu'il faut absolument élaborer. Ce qu'on essaie vraiment de faire transparaître, c'est que ce plan va permettre de développer le potentiel des territoires, à la fois au niveau budgétaire, puisque selon les ambitions, selon les actions qui vont être prises, ça peut permettre de faire baisser la transition énergétique de la collectivité par des choses simples. Ça peut être la réduction de la facture énergétique par le chauffage, l'éclairage ou le transport. C'est le renforcement aussi de l'activité économique. On en a parlé ici brièvement, par la rénovation des bâtiments. On est dans un territoire qui est identifié comme hotspot. Ne pas mettre en place des politiques permettant la construction de bâtiments bioclimatiques paraît particulièrement audacieuse. Le développement des énergies renouvelables ainsi que des transports, ça va permettre de renforcer les filières. Au niveau des énergies renouvelables, je tiens à rappeler que pour la première fois en 2018, le fonds chaleur de l'ADEME va financer des installations de froid renouvelables et leur réseau. Auparavant, c'était que des installations qui produisaient de la chaleur. Là, pour les territoires de PACA, c'est une opportunité qui peut être très intéressante. Et in fine, le but du jeu, c'est de renforcer la qualité de vie sur les territoires. L'intérêt pour l'ensemble de ces collectivités, c'est de garder leur force et leur attractivité économique et de permettre à l'ensemble des citoyens et électeurs d'y vivre confortablement, puisque l'ensemble des enjeux climatiques auront été pris en compte dans ce plan climat. Alors évidemment, pour que ce fameux plan soit particulièrement efficace, il faut de la donnée. Et c'est-à-dire il faut une donnée climatique qui soit fine, qui soit compréhensible et qui soit fiable. Alors au niveau de la région PACA, il y a différents, je vois que c'est déjà affiché, il y a différents organismes qui permettent d'avoir ce type de données. Tout d'abord, je pense que vous le connaissez tous, l'ORECA, l'Observatoire régional de l'énergie, du climat
et de l'air, qui réunit les 12 acteurs majeurs des domaines énergétiques et de la qualité de l'air dans la région. Cet observatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il met à disposition des éléments qui permettent aux différents acteurs d'orienter au mieux leurs opérations sur le terrain. Cet observatoire, il conçoit un bilan régional actuel qui permet d'observer sur le long terme les effets des politiques publiques sur les consommations d'énergie, de développement des énergies renouvelables, des émissions de polluants ou encore des émissions de gaz à effet de serre. Il réalise des études spécifiques afin de développer la connaissance d'éléments particuliers et de favoriser la prise en compte, la prise de décision par les acteurs. Et enfin, il soutient des structures dans la recherche de données statistiques. Pour cela, il utilise des bases de données qui sont déjà présentes. La base de données principale qui est accessible à tous, c'est SIGAL. Donc SIGAL pour consultation d'inventaire géocalisé air, climat, énergie, qui est élaboré par RPACA. En fait, elle fournit au niveau de la région et de la région à la commune des données actuelles de consommation, de production d'énergie, d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Comme base de données, il y a aussi le site Climat HD, qui est le site de Météo France, qui lui, en fait, ça permet de visualiser au niveau de la région les principales évolutions climatiques à travers l'évolution des températures et différents phénomènes comme la sécheresse, les précipitations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Donc ça permet déjà d'avoir quelques scénarios, même si c'est au niveau régional. Et évidemment, l'ORECA s'appuie aussi sur des plateformes qui sont en open data, telles que les plateformes Enedis, GRDF. Hormis cet observatoire qui est plutôt très actif en région PACA, il faut aussi, alors plus que mentionner le GREC PACA, le groupement régional d'experts sur le climat, donc porté par l'association R, qui est dans la région vraiment l'interface entre la recherche, les décideurs, les collectivités et les citoyens. Cet organisme vraiment permet de faire une synthèse des connaissances scientifiques, permet de vulgariser de vulgariser l'ensemble des connaissances scientifiques, puisque ce sont des chercheurs qui rédigent bénévolement des articles et l'association R, donc le GREC PACA, les anime, coordonne, et clairement c'est des données qui sont très intéressantes pour les élus, pour les décideurs publics, afin de prendre des bonnes décisions qui sont adaptées à leur territoire, puisque les cahiers thématiques qui sont notamment faits sont des cahiers donc thématiques. Le prochain cahier thématique montagne devrait bientôt paraître, et évidemment le GREC PACA participe à des colloques, à différentes journées thématiques. Il y a aussi, toujours dans la question des données, des données des fois qui sont affinées. C'est notamment le cas dans les territoires alpins, puisqu'il y avait eu 2 journées en novembre 2017, à Barcelonnette, Climat Alpes Sud, qui ont mis en évidence qu'en fait le climat sud-alpin était relativement méconnu. Parce que certes, il y a des stations Météo France qui sont placées, mais elles sont trop éloignées pour avoir de la donnée précise. Donc il y a certains projets qui ont émergé et que l'ADEME subventionne pour justement permettre sur certaines parties du territoire sud-alpin d'améliorer ces connaissances climatiques, et donc du coup de prendre des décisions qui correspondent vraiment au terrain. Et il y a aussi des données climatiques qui sont à diversifier. Donc là, on a vu un petit peu ce que regroupait l'ORECA, mais il y a aussi certaines données qui sont produites à l'échelle locale et régionale, qui ont peu de visibilité et qui méritent d'être mis en avant et agrégés afin d'apporter un relief supplémentaire. Donc là, c'est un projet qui s'appelle Citizen Climate, qui va bientôt être mis en œuvre et que l'ADEME soutient dans le cadre toujours du développement de l'open data. Le but du jeu, c'est vraiment de mobiliser des acteurs régionaux publics et privés
et de préparer des données pour vraiment les rendre prêtes à l'emploi pour l'ensemble des opérateurs et des acteurs de la région. Pour terminer, juste pour vous indiquer finalement qu'est-ce que fait l'ADEME dans justement ces questions d'adaptation au changement climatique. Alors, effectivement, on accompagne à la fois de l'idée, de l'amont jusqu'à la valorisation du projet. Ça peut être de la recherche et développement. Alors là, en l'occurrence, on finance l'ORECA, donc qui est l'observatoire, mais on finance aussi des thèses, on finance de la recherche. Ça peut être aussi par du conseil, de l'expertise, des méthodes et de la formation. Donc, au niveau de la méthode, on a deux outils importants que je ne vais pas développer ici, mais qui sont impact climat et objectif climat. Le premier, impact climat, ça permet en fait de faire un prédiagnostic de l'impact du changement climatique sur son territoire. Donc ça qui est très pertinent, notamment pour les territoires qui sont en train d'élaborer leur plan climat et qui sont en train d'étudier les enjeux du changement climatique. Et objectif climat, qui est un outil de méthode et de suivi et d'évaluation des politiques d'adaptation au changement climatique, toujours. Il y a aussi beaucoup de formations qui sont disponibles, qui s'adressent principalement aux collectivités, mais aussi aux bureaux d'études. On s'appuie aussi sur de l'animation et de la mobilisation. Donc là, par exemple, le GREC-PACA va organiser prochainement le 21, 22 et 23 novembre un grand colloque de 3 jours sur l'adaptation au changement climatique que l'ADEME va accompagner. On va essayer d'être partenaire, on va être partenaire financier et on va essayer de les accompagner du mieux qu'on peut en ce qui concerne notre expertise. Et on peut, on peut aussi financer des projets de l'animation. Et enfin, tout ce qui concerne la valorisation, ça peut être participer aux assises de la transition énergétique selon la qualité et l'ambition du projet. Et en tout cas, on fait en sorte que les projets qu'on accompagne et qu'on finance soient mis en évidence et soient valorisés à la fois dans la région, mais aussi au-delà de la région. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, on va échanger pour que vous puissiez voir l'écran. Ok, d'accord. Donc, Madame Cartazina Marini, donc, qui est Project Manager du LabEx OT-Med au MEDEC, merci beaucoup d'être là parce qu'effectivement, le MEDEC a une grande réunion aujourd'hui et c'est vraiment... on apprécie beaucoup que vous soyez présente avec nous à cet événement. Je vous laisse la parole. Vous avez les slides. C'est bon. Bonjour, je te remercie pour cette possibilité de présenter MEDEC ici. En fait, MEDEC, donc peut-être je vais commencer par ça. Donc, c'est un réseau méditerranéen d'experts sur le changement climatique et environnemental. Donc, si on fait référence à ce qui a été dit aujourd'hui, c'est un peu comme GREC-PACA, mais à l'échelle de Méditerranée. Donc, en fait, c'est l'initiative qui vient des chercheurs qui veulent présenter leurs données, la façon qui peut être utile pour les décideurs, pour les citoyens. Et historiquement, justement, MEDEC vient de l'LabEx OT-Med, qui est basé à l'université Aix-Marseille, mais il est bien proche de beaucoup d'acteurs locaux parce qu'actuellement, il est administrativement hébergé chez Air Climat et physiquement chez Plan Bleu, qui sont présents ici. Et donc, j'imagine que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vais vous présenter les contextes, l'histoire, les objectifs, la structure du MEDEC. Ainsi, c'est sur quoi on travaille en ce moment dans notre premier rapport. Et les liens avec d'autres rapports qui sont en cours. Donc la préoccupation
la préoccupation de la Méditerranée, en fait, de son état d'environnement date déjà il y a longtemps. Là, juste pour exemple, donc, il y a plus de 40 ans, il y a le plan d'action pour la Méditerranée qui est établi. Ensuite, un an plus tard, la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Et pendant ces dernières décennies, il y a beaucoup de connaissances scientifiques qui ont été produites, mais souvent les articles scientifiques ne sont pas exploités par les décideurs. Il n'y a pas la synthèse en fait qui est faite. Et même dans les rapports, comme dans le rapport de GIEC jusqu'à maintenant, le fait que la Méditerranée soit entourée des 3 continents fait que les sujets sont souvent traités dans des chapitres différents. Donc, il manque vraiment un document synthétique. Et justement, il y a 4 ans, cet constat a été présenté par l'Union pour la Méditerranée. Et justement, ils ont souligné la nécessité d'une évaluation régionale de la vulnérabilité des Méditerranéens face au changement climatique. Ensuite, aussi dans la stratégie méditerranéenne pour le développement durable, en fait, ils recommandent la mise en place des mécanismes régionaux d'interface science-décision afin de préparer les évaluations d'orientation scientifique régionale. Donc ces constats-là ont fait que les chercheurs, avant la COP21, en juillet 2015, ont décidé de lancer ce réseau. Et depuis, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Peut-être je vais souligner ici que tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est le travail bénévole des chercheurs. Et là, depuis le début de cette année, il y avait un grand progrès qui a été fait parce que le secrétariat de l'Union Méditerranée, dans le cadre de son accord avec Plan Bleu, qui est le centre d'activité régionale des PAM-PNUE, et ils ont décidé de soutenir MEDEC et le développement de son premier rapport. Et l'Union Méditerranée, en collaboration avec le gouvernement de Suède, a décidé de soutenir vraiment le secrétariat. Donc, il y a un poste qui est consacré à ça. Et d'ailleurs, en fait, il démarre aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons vraiment un secrétariat qui était créé. Et donc, les objectifs, quand j'ai déjà un peu commencé, c'est rassembler, mettre à jour et consolider les meilleures connaissances scientifiques sur les changements climatiques et environnementaux dans le bassin méditerranéen et de les rendre accessibles aux décideurs, aux partenaires prenants, aux citoyens, aux associations. Et donc, ça sera fait dans un premier temps par la publication des rapports et aussi en parallèle par l'organisation des ateliers et des formations. Donc, niveau pratique, en fait, c'est les scientifiques qui adhèrent à réseau en disant qu'ils sont prêts à fournir leurs connaissances de façon bénévole. Donc, nous avons à ce jour presque 400 membres de différents pays. Et nous essayons d'avoir un équilibre entre les pays sud, nord et l'est. C'est toujours un peu difficile, mais on essaie d'améliorer ces proportions pour que dans le rapport, chaque région soit représentée et qu'on a les meilleurs scientifiques de ces régions qui contribuent. Donc, c'est vraiment une interface justement entre les communautés scientifiques et les mondes socio-économiques. MEDEC et les coordinateurs de MEDEC sont les chercheurs qui travaillent à Aix-en-Provence, au CNRS. Donc, c'est Wolfgang Kramer et Joël Guyon, qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Et donc, notre cible actuelle, c'est notre premier rapport. Il a déjà démarré il y a plus d'un an. Donc, c'est un peu inspiré en fait des GIEC. Donc, il y a un rapport. Et à côté de ça, le résumé pour les décideurs. Et les processus, en fait, il est aussi inspiré des procédures des GIEC où il y a les auteurs, ensuite la révision par les scientifiques, et après adaptation par les représentants du gouvernement. Pardon. Donc, les plans ont été produits en 2017. Maintenant, nous sommes en train de préparer appel à nomination d'auteurs. Donc, en fait, les auteurs
ils vont faire connaissance du plan et proposer en fait les parties pour lesquelles ils ont compétence pour rédiger. Au niveau des calendriers, donc on est censé finaliser la première version à la fin de cette année. Ensuite, l'année prochaine, ce sera la finalisation et pour que le rapport sorte à la fin de 2019. Donc, donc c'est un peu compliqué, mais en fait, ce qui est essentiel, c'est nous voudrons que ce ne sera pas seulement les scientifiques qui donnent un produit final, mais que les décideurs soient impliqués à plusieurs étapes. Donc, en fait, nous travaillons très étroitement avec Plan Bleu, avec Union pour la Méditerranée, donc qui vont être consultés en fait au fur et à mesure. Et ensuite, la version finale des rapports sera acceptée aussi par cet organisme. Et le Summary for Policymakers sera approuvé mot par mot et aussi par les points focaux des UFM et des plans bleus. Donc, les plans détaillés du rapport a été, donc comme je l'ai dit, était déjà produit. Là, c'est une version raccourcie. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est le rapport, il est basé uniquement sur ce qui a été publié. Donc, il n'y a pas les nouvelles recherches qui vont être menées afin de produire ces rapports. Et le rôle d'un scientifique, c'est pas de donner les recommandations directes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais plutôt, je pense que le premier rôle, c'est de donner une vision objective de l'état actuel, des enjeux et aussi des conséquences. Et seulement dans un deuxième temps, en fait, de voir ensemble comment on peut gérer les risques futurs. Donc, il y a énormément d'initiatives qui sont en cours. Et donc, nous essayons vraiment d'élargir notre réseau de collaboration. Donc, juste pour donner des exemples, il y a les rapports sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée qui est produit en même temps que MEDEC. Donc, on travaille de façon très proche avec Plan Bleu. MEDEC est leader d'un des chapitres. Donc, nous essayons de ne pas faire le double par rapport au travail qui est fait. Et aussi, les coordinateurs de MEDEC et beaucoup de membres sont impliqués dans le GIEC, donc dans le rapport 1+5, ainsi que dans le nouveau rapport qui est en train d'être préparé. Donc, pour cette année, bon, à part le premier rapport, donc, notre point important, c'est de développer les réseaux, donc de faire en sorte qu'il y ait un équilibre nord-sud-est de Méditerranée, de chercher un nouveau financement et d'améliorer encore le dialogue avec les décideurs. Et nous sommes toujours ouverts à une nouvelle collaboration au niveau des scientifiques, des décideurs, des associations. Et avant de finir, je voulais juste remercier les nombreux organismes qui nous soutiennent et grâce auxquels nous avons pu déjà beaucoup progresser. Et donc, il y en a plusieurs qui sont présents dans la salle. Et je vous invite à visiter notre site web et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Katarzyna. Nous allons très très rapidement prendre quelques questions dans la salle. Nous sommes tenus par le temps. Nous devrions terminer, normalement nous aurions dû déjà terminer il y a 5 minutes. Donc on va prendre quelques questions seulement. Si il n'y en a pas, je vais en poser moi, parce que moi j'en ai plein évidemment. Je préfère laisser la parole à la salle. Pouvez-vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors Philippe Rossello, coordinateur du GREC-PACA. Je parlerai cet après-midi plus en détail. Moi, je voudrais revenir sur les financements qui ont été évoqués et c'est en fait finalement ce que j'ai entendu ce matin. Il fallait s'organiser et trouver des financements. Il y avait un manque de financement. Mais si demain on ne trouve pas plus de financement, quelles sont les solutions ?
Merci. Une autre question? Je pense que Oui. Stéphane... Je pense qu'on peut tous et à Jean-Charles. plusieurs répondre, mais je pense que la question est pertinente, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on mélange les uns et les autres. Très clairement, pour nos amis des pays de la rive sud, est et plus globalement de l'Afrique, voire des pays en développement, la réponse est une évidence, il n'y aura pas assez d'argent. De toute la manière, c'est clair. Les évaluations d'aujourd'hui de l'adaptation sont déjà bien au-delà de toutes les promesses possibles, de tous les fonds cumulés possibles, donc c'est déjà très clair. Qu'on rajoute ou pas les mécanismes dits de marché, les nouveaux mécanismes de marché dans le cadre de l'article 6 ou autre de l'accord, il n'y en aura pas non plus suffisamment. Donc, de toutes les manières, ce n'est pas la quête du financement qui doit être l'objectif, c'est la manière dont on va organiser nos projets qui doivent répondre de toutes les manières à des critères dits de bancabilité. Et un bon projet, qu'il ait ou non de l'additionnalité climat, va trouver une rationalité dans sa mise en œuvre parce que ça marche. Et toute l'intelligence que nous, les opérateurs, on doit avoir, c'est quand on travaille sur ces sujets, bien sûr qu'il y a la cagnotte climat potentielle. Mais sur les questions, par exemple, des acteurs territoriaux, il n'y en aura pas assez. Donc, on doit organiser des secteurs qui ont une rentabilité intrinsèque par rapport à des règles tout à fait évidentes d'économie. Et ça, c'est la réponse qui est un peu la révolution qu'on doit avoir, pour éviter justement d'avoir un fractionnement de l'aide internationale qui ne fait que créer parfois de nouveaux types de besoins, parce que ça ne répond pas à un changement d'organisation pour la mobilisation des projets qui sont mis en œuvre ensuite. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et si on fait le cumul de tout ce qui a été un peu raconté par tout le monde, c'est peut-être la question qu'on a aujourd'hui dans le dialogue parallèle par rapport aux États, qui est où en sommes-nous? Ça a été dit après, où je veux aller? Et la question est comment je vis? Ça, c'est la question qu'on a aujourd'hui sur la table des négociations dans le dialogue des acteurs non étatiques. Et je crois que par rapport à cette question du financement, il faut qu'on arrête de... Et quand on parle même avec CGLU Afrique, et je termine là-dessus, de cette question du fonds vert climat, on a des vrais débats de fond, parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « oui, mais ça doit arriver », et conclusions qui vont s'organiser pour répondre à des critères de bailleurs. Et très clairement, aujourd'hui, ça crée beaucoup encore de dettes. Il faut qu'à mettre très clair. La plupart même des financements climat ne sont pas du financement additionnel par rapport à du financement dit de développement. Donc on a un vrai problème de fond. Par contre, si on rentre dans ce problème de comment rendre un projet bancable, eh bien en fait on voit que les acteurs commencent à organiser différemment l'attractivité d'un territoire dans la durée. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on doit aujourd'hui avoir comme message. Mais pour autant, on doit l'avoir que lorsqu'on parle dans la mise en œuvre, parce qu'au niveau politique, on doit quand même être dans la négociation pour mobiliser à minima les 100 milliards qui sont prévus dans le fonds vert, plus les différents fonds qui existent, plus les différents mécanismes d'accompagnement, parce que sinon, évidemment, ça va ranger trop d'acteurs de enlever d'un côté pour dire le marché va s'emparer d'eux et la mise en œuvre est suffisamment pertinente. Voilà. Mais donc, très clairement, on n'aura pas assez d'argent, c'est une réponse évidente que tout le monde connaît. Merci. Mais... Stéphane, Jean-Charles. Malgré tout, cette question des financements induit aussi sa réponse. Parce que quand on parle de financement, on pense investissement. Et quand on pense investissement, on pense en général technologie. Et je reviendrai un peu à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas que les technologies dans la vie, il y a aussi les changements de mode de vie. Il y a aussi la mobilisation de facteurs de production qui nécessitent très peu de financement, le temps libre retrouvé, les espaces publics sur lesquels on peut avoir des lieux d'activité, d'échange, qui nous orientent vers une transition véritablement énergétique par une sobriété de vie. Et ça ne nécessite pas forcément des financements. C'est vrai par contre que si ça en nécessite, c'est assez difficile à obtenir parce qu'on est quand même dans deux mondes un peu différents. Et quand on veut expliquer qu'une politique de maintien à domicile de personnes âgées va éviter des déplacements, va éviter un certain nombre de choses et qu'on veut accéder aux 100 milliards des fonds verts pour une politique globale, on aura sûrement beaucoup de mal, alors que ce serait probablement légitime aussi qu'un certain nombre de changements organisationnels puissent bénéficier de ces financements. Mais si on ne peut pas bénéficier de ces financements, faisons confiance aussi à l'inventivité, à la créativité, notamment en Méditerranée. Merci Jean-Charles. Deux petits mots, Stéphane. Et juste deux petits mots pour dire qu'en fait, il faut quand même bien garder en tête que cette question de financement climat, si on le positionne dans la question beaucoup plus large du financement des économies, c'est tout petit.
Ça représente quasiment rien, quoi. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à changer le système de financement des économies en général pour que l'ensemble des investissements ou des décisions d'investissement et de consommation d'ailleurs qui sont prises par les acteurs économiques intègrent cette question climatique, quoi. Donc la question quantitative, elle est tout le temps là parce que c'est une question d'argent, il en faut toujours plus, mais la réelle question, c'est celle qui est au fond des ODD, c'est la question de la qualité de la croissance. Et la qualité de la croissance, c'est une réforme du système interne de la croissance et du financement des économies, qui passe par exemple par la fiscalité verte et puis par tout un tas d'autres outils, mais qui s'intègrent finalement dans le développement en général. Mais, oula. Est-ce que... Je me tourne vers Constantin, qui me fait les gros yeux depuis tout à l'heure, parce qu'on a largement dépassé. On peut prendre 2 questions? Non, mais... oui, non. Jean-Marc? Juste une question. Il a été évoqué un chiffre qui fait particulièrement froid dans le dos, augmentation de 3-4 degrés possible. Comment peut-on parler d'opportunité, je pense, sociale, quand le cataclysme va provoquer une situation ingérable? Est-ce qu'on a des projections sur la Méditerranée, que ce soit sur la rive sud ou sur la rive nord, de ce type de cataclysme? Parce que je veux bien qu'on puisse parler d'opportunités économiques, mais à ce niveau d'enjeu, je ne vois plus où se trouvent les opportunités. Je vois la gestion d'une situation catastrophique qui va être extrêmement difficile à gérer, voire impossible à gérer. La question, elle introduit la session suivante, et c'est notamment à cette question-là qu'a tenté de répondre le rapport qu'on a sur la table, qui a été fait par Énergie 2050 avec la contribution du FEMIS. Si tu veux bien, je laisserai les speakers te répondre à la session suivante. Peut-être que Stéphane voudra dire 2 mots, quand même. Mais on va prendre d'abord les 2 autres questions. OK. Question suivante, monsieur. Bonjour, je suis Avis Roussy, Société Bamboo for Life. On fait du traitement des eaux usées en utilisant le bambou. Ma question s'adresse en particulier à monsieur Lardic, mais évidemment, merci beaucoup pour la qualité des échanges, c'était très très intéressant. Vous avez parlé, monsieur Lardic, de la soft law, c'est-à-dire du changement petit à petit progressif de la loi, en particulier du fait de rendre les États responsables et non les signataires des conventions internationales. J'aimerais savoir, est-ce que vous en êtes, est-ce que cette démarche, cette réflexion-là va pouvoir être mise en œuvre, et comment est-ce que vous avez des relations avec l'ensemble des juristes internationaux pour pouvoir avancer dans ce domaine? Parce qu'en corollaire avec le financement et la question tout à l'heure du financement, va évidemment la question du droit international. Merci. Merci pour votre question. La dernière question. Monsieur? Bonjour, Kéradine Batache, journaliste chez Ecom Newsmet. Moi, j'aimerais évoquer... Alors, ma question s'adresse à l'ensemble des experts qui sont autour de la table. Donc, j'aurais aimé plus précisément évoquer un point pour le moins essentiel, mais dont on parle peu. C'est la spécificité du changement climatique et la remontée de l'information, justement, au niveau des décideurs. Je vais prendre un exemple. Donc, le Liban et l'Algérie. L'Algérie souffre, justement, du développement économique qu'elle essaie de rattraper. Elle met en place, alors là, à tort et à travers, des zones industrielles, sans prendre aucune considération de ce qui peut se passer sur le plan climatique. Je prends aussi l'exemple du Liban, dont certaines zones humides sont menacées par le changement climatique. En Algérie, on arrive par exemple, alors là, pour un exemple frappant, à trouver plus de papillons pratiquement. Donc, il n'y a plus de papillons en Algérie. C'est incroyable, personne ne s'en rend compte. Donc, comment peut-on travailler au niveau institutionnel pour qu'il y ait une meilleure remontée d'informations, justement pour que ces budgets qu'on n'arrive pas à trouver soient mieux répartis, on va dire, par rapport aux problématiques dont font face certains pays du sud de la Méditerranée. Merci. Merci, monsieur. Encore une, j'ai vu 2 mains qui se dressaient depuis tout à l'heure, donc on prend les questions. Merci, ça va être rapide. Bonjour à tous, Yoann Pamel de Adréal PACA, donc service énergie logement.
Donc on travaille avec nos partenaires de l'ADEME et de la région sur les plans climat, notamment d'accompagner les collectivités. Donc M. Blancheton nous a expliqué tout l'intérêt des plans climat. C'est quelque chose qui est obligatoire en France. J'aurais voulu savoir s'il y avait puisque aussi vous avez démontré qu'il y avait une nécessité d'agir dans les territoires. Donc savoir s'il y avait d'autres dispositifs ou des dispositifs équivalents dans d'autres pays. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose un peu à Dakar. Mais est-ce qu'il y a une sorte de label ou des sortes de plans climat air énergie territoriaux qui seraient développés de façon volontaire ou obligatoire dans d'autres pays autour de la Méditerranée? Merci. Merci. La toute dernière, monsieur. Oui, bonjour, Alain Vigier. Moi, je m'occupe d'une association qui valorise les huiles alimentaires usagées en circuit court, qui s'appelle Oléo Déclic. Je suis très impressionné par les débats. J'ai deux petites questions. Il a été fait référence à la législation aussi. On a des tas de problèmes au niveau de législation. Pour des petites structures, c'est important. Et ça va me permettre de rebondir aussi sur l'aspect financier. J'ai été aussi un peu estomaqué sur l'aspect financier parce que je crois au contraire que les collectivités, qu'il faut absolument s'investir là-dedans et qu'en fait, dans le monde de l'environnement et de la transition, on n'est pas à part égale avec d'autres acteurs économiques nationaux qui aussi, par exemple, ne payent pas, par exemple, la TICPE sur le kérosène, par exemple. Alors que nous, l'huile, aujourd'hui, il faut encore qu'on se batte pour que la taxe, la TICPE soit spécifique. Parce qu'aujourd'hui, on doit approvisionner une TICPE qui est spécifique, qui est celle du produit remplacement, donc du fioul. Donc on ne prend pas en compte les performances environnementales du produit. Voilà, donc je suis très intéressé par tout ce qui s'est dit, mais franchement là je pense que si, il y a des rouages financiers à trouver, il faut nous aider parce que sinon ça ne passera pas. Je vous le dis et je dois signaler dans cette assemblée que nous sommes aidés aussi bien par le département, la région, l'ADEME, la Fondation de France, la Fondation Carasso, etc. Je tiens tous à signaler parce que sans ça, des projets de territoire comme ceux-là ne sont pas viables. Voilà, merci. Merci monsieur. Je vous laisse répondre de façon la plus synthétique possible. Alors, en faisant super court, toutes les questions sont extrêmement pertinentes, sauf que le climat ne pourra pas en lui-même contenir l'intégralité des réponses d'un développement territorial harmonieux. Pourquoi? Le climat, je l'ai dit dans mon préambule, pour des gens comme nous, on considère que ça exacerbe des défis non réglés. Et c'est quand même une réalité. Donc, bien sûr que je pourrais jouer, à titre personnel, je suis encore certainement plus angoissé que ce que pouvait dire encore monsieur, parce qu'on a les mains dans le cambouis, je peux vous dire sur le terrain, ce n'est pas une histoire romancée. Mais une fois qu'on a dit ça, que ce soit le financement, que ce soit les plans, il y a des plans, c'est régionalisé au niveau du Maroc, il y a Agadir, il y a des régions qui commencent à le faire, il y a même des villes qui commencent à le faire, mais ce n'est pas dans le cadre. Au Maroc, c'est dans le cadre de loi. On a un Marocain ici qui pourra en parler, Driss, qui est juste derrière vous. Mais sinon, puisqu'on a travaillé ensemble sur le plan climat de Agadir, mais d'une manière générale, il y a des pays qui commencent à mettre des ersatz de plans climat territoriaux, mais il y a toujours le périmètre de la mesure, de l'accès à la donnée. On revient aux mêmes problématiques qui ont été très très bien rappelées par notre collègue de l'ADEME. Donc, juste pour dire, l'intégralité de ces préoccupations dont vous faites état, elles sont extrêmement claires et visibles. Sauf qu'on doit désagréger le niveau du global, où il y a un engagement politique qui doit être lui-même mis dans un gros paquet de financement qui transite encore pour l'instant dans la plupart des cas par des États, avec des processus extrêmement raffinés comme chez nous de décentralisation, malgré toutes les contradictions que vous avez levées et qu'on connaît sur les plans économiques, fiscaux ou autres, avec la réalité des pays du Sud qui, eux, ont un impératif qui s'appelle le développement. Et des gens comme nous et nous tous dans la salle, notre principale préoccupation quand on travaille avec eux, c'est d'anticiper un développement bas carbone, résilient, et nous on rajoute le mot solidaire. Et une fois qu'on a dit tout ça, on doit trouver le moyen de faire des co-bénéfices en termes d'atténuation. Oui. Alors, juste pour donner un exemple positif, pour montrer qu'il y a des choses complètement innovantes et possibles. La Mauritanie, elle est quasiment déjà à 50% d'ENR dans son mix énergétique. Elle a changé une fiscalité. On l'a su la semaine dernière quand on était à Bonn. Une fiscalité par rapport à un processus interne. Et du coup, elle a réussi à subventionner de manière massive son secteur d'énergie. C'est l'approche coût-bénéfice dont on parlait. Donc, ce que vous dites comme problématique et ce que tout le monde a plus ou moins levé, il faut qu'on regarde cette, j'ai envie de dire, au plus près du besoin du réel praticien qui met en œuvre. Je n'ai pas dit utilisateur, praticien qui va mettre en œuvre dans son territoire de compétences comment à un moment donné on doit trouver des complicités positives entre les différents mécanismes. Ce n'est pas un travail qui peut se faire de manière agrégée. Au niveau national, au niveau international, on va devoir rester dans des grandes masses sur des principes et là il y a des débats politiques. Les 100 milliards dont je parlais sont marginaux. Si on compare l'impact du climat, monsieur en parlait, on va jusqu'à 5 à 7% de PIB mondial. Sauf que si je rajoute
les mécanismes de subvention aux énergies fossiles au niveau international, le FMI 2013, on est à 10% du PIB mondial. Donc moi, je suis peut-être un peu bête, mais je sais aussi additionner des chiffres. Et à un moment donné, on voit bien qu'il y a des principes de subsidiarité qui doivent s'organiser. Ça ne veut pas dire que j'ai la solution. Il faut du multi-acteur pour cette solution. Il y a des bouquets de solutions que chacun d'entre nous détienne. Aujourd'hui, ce que j'apprécie dans ce type d'approche, justement avec des économistes, des gens comme nous, ou d'autres, ou des politiques ou autres, c'est qu'à un moment donné, on doit comprendre qu'il doit y avoir une convergence de travail, plutôt qu'une opposition ou une fragmentation. Et ça, aujourd'hui, c'est une véritable révolution parce que la donnée, et là je reparle à mes amis statisticiens et économistes ou autres, manque. Et cette donnée, quand on parle des territoires, je suis vraiment désolé, mais par exemple en Méditerranée et encore plus en Afrique, on va rentrer dans un deuxième paradoxe, schizophrène, mais qu'on a eu chez nous. C'est pourquoi je donne de la donnée pour mettre en état un territoire qui peut être altéré ou vulnérable. Donc, je n'ai pas qu'un problème technique, je n'ai pas qu'un problème politique, j'ai un problème de compréhension de l'intérêt d'une donnée statistique inscrite dans la durée qui va générer derrière des indicateurs de performance que je peux monétariser éventuellement. Oui, c'est très technique. Donc, c'est tous notre quotidien à nous tous, les praticiens, mais on a besoin de coalitions d'acteurs qui vont partager la même approche pour qu'on puisse avoir avec chaque acteur un débat pertinent de manière à faire une transformation. Et je peux vous assurer qu'on y passe des nuits blanches. Et c'est vraiment très compliqué, parce que vous jouez dans des tas d'actions qui sont complètement différentes. Je m'arrête là, mais je veux juste montrer cette complexité et à la fois cette simplicité paradoxale, parce que oui, il y a un effet d'opportunité, parce que bien évidemment, un aménagement qui est bien fait crée du mieux vivre sur un territoire sur de la durée. Je me trompe sur un bâtiment public en Méditerranée, c'est 50 ans d'horizon climatique que je viens de planter. Je me plonge sur un aménagement urbain, c'est 70 à 100 ans. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une évidence technique. Donc je dois moi aussi anticiper le présent, anticiper le moyen terme, et puis faire aussi éviter des effets de verrou. Mais vous imaginez la complexité du moule? Et donc là, il y a de la complexité multi-acteurs, État, institutions internationales, on n'a pas parlé nous-mêmes du plan bleu, avec qui des fois on collabore, et il y a plein de coopérations intelligentes qu'on doit avoir, parce que cette coopération doit faire que les préoccupations de chacun doivent s'élargir aux préoccupations du collectif. Et c'est super dur. Et si on n'arrive pas à l'écrire et à le faire partager dans nos différents cercles d'influence, parce que nous, on a un cercle d'influence, vous l'avez compris, avec des États et des villes, mais ils ont d'autres cercles d'influence avec des chercheurs, des financiers ou autres. Si chacun ne prend pas la préoccupation de l'autre dans son cercle d'influence, mais je vais vous dire, on va tous mourir, on n'aura pas changé, on aura fait des beaux rapports, et ce n'est pas le but du jeu quand même. Voilà. Donc j'essaie de juste qu'on se rappelle, le climat ne répondra pas à tous les enjeux, mais peut être un agitateur qui permette d'avoir des traits d'union sur toutes nos thématiques. Et nous, on y croit, on le met au-dessus, c'est un effet chapeau avec les EDD, le genre, qui sont pour nous pas des questions sectorielles, mais des questions transversales. Désolé si j'y arrive, mais c'est très compliqué. Voilà. Oui, Jean-Charles. Oui, deux questions sur les aspects juridiques. Effectivement, donc deux questions portées sur les blocages juridiques. Alors c'est vrai que quand on parle de cette transition juridique globale, on voit beaucoup le besoin non seulement d'alléger des normes, mais de les transformer, normes sanitaires, normes écologiques, etc. Et je retiens le mot rapport de force. Et ça, c'est un peu la réponse aux deux questions. Le rapport de force, il n'est pas en faveur des collectivités locales, des acteurs locaux qui lancent cette initiative. Alors cette initiative, moi je la porte lors de nombreuses interventions que j'ai faites à la COP22, à la COP23, lors de diverses initiatives, mais ça reste, et je la porte aussi à l'État français, et à toutes les occasions qu'on peut saisir avec le barreau de Marseille, avec les acteurs qui nous soutiennent, mais il faut aller plus loin. On a commencé, ça commençait déjà à Rio+20 en 2012, avec une revendication très forte qu'on a reprise, bien entendu, dans ce rapport, d'association des acteurs locaux à la gouvernance mondiale de l'environnement, pour que les normes, notamment les normes technologiques qui seront applicables aux acteurs locaux, soient discutées avec les acteurs locaux pour permettre de prendre en compte toutes les innovations locales. Mais le changement va encore plus loin, ce changement de pensée juridique bien souvent, parce que les besoins de protection ne sont pas les mêmes. Je parlais tout à l'heure du local par rapport au mondial. Et eh bien, c'est quelque chose dans lequel on a besoin de soutien si on veut que ça aboutisse. Et on a besoin notamment, je refais mon appel, que les blocages législatifs ou financiers ou fiscaux, par exemple, qui sont des blocages législatifs de fait, nous soient signalés pour qu'on étoffe le premier panorama qu'on a fait. Et donc, quand vous prendrez le rapport à la sortie, vous avez au dos
une adresse mail où vous pouvez faire vos propositions, nous interroger, mais pour l'instant, c'est une dynamique qui commence et je pense qu'il est légitime qu'elle commence en Méditerranée parce que c'est quand même la Méditerranée et la France qui est le berceau du droit romano-germanique. Donc on a exporté souvent notre droit dans les pays d'Afrique et maintenant qu'on révise un peu notre copie, on a un peu cette vocation morale à initier cette démarche transition juridique. Personne, ça paraît un truisme, mais finalement c'est un vrai besoin et il faut s'y mettre. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci à nos 5 intervenants. Je pense que vous nous avez très largement convaincus sur la nécessité d'une approche avant tout territoriale sur ces problèmes climatiques. Et je pense que s'il y avait un résumé à faire en une phrase, ce serait celle que tu as donnée, Stéphane, la nécessité d'une collaboration intelligente entre les différentes structures, entre les différents acteurs, entre les différentes strates. Et puis l'intérêt aussi, effectivement, d'avoir une meilleure interface entre chercheurs. Là, je sais de quoi je parle, puisque je suis aussi avant tout professeur d'université à l'AMU, entre cette importance de cette interface entre chercheurs et décideurs. J'espère que cet événement va œuvrer en ce sens et que c'est le début d'une longue aventure et de partenariat et de collaboration intelligente entre toutes les structures. Merci à tous.